aujourd'hui on va s'intéresser au dossier Alten. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Alten. Donc on voit qu'on a chuté de presque 50% depuis les plus hauts de 2023 à 157 €, on se retrouve à 80 €. Le secteur traverse une mauvaise passe puisqu'il y a un ralentissement global à l'industrie et les donneurs d'ordre réduisent leurs investissements et ce sont les clients de ce type d'entreprise. Donc il faut regarder quelles sont les entreprises les plus impactées, est-ce que Sopra est autant impacté, est-ce que Capgemini est autant impacté, etc. En tout cas c'est un phénomène assez commun à tout le secteur. On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires, donc on pouvait s'y attendre, le chiffre d'affaires 2023 est en réduction par rapport à ce qui s'est passé en 2021-2022 où il y a une forte hausse. 2020 c'est évidemment le stop à cause de la pandémie, mais en 2023 il y a un ralentissement quand même assez marqué, ce qui à mon avis a bien impacté le cours. On voit que l'entreprise est coutumière à des acquisitions, ça c'est plutôt bien si elle arrive à correctement gérer son endettement. On va regarder ce qui se passe côté taux de marge brut, on est en baisse par rapport à la médiane, et ça s'explique par le fait que dans la marge brute, il y a le salaire des ingénieurs, et ces salaires ont fortement augmenté depuis 2022-2023. Donc l'entreprise a du mal à répercuter ces hausses de coûts sur ses clients, qui ont de la marge de négociation, les clients étant les grands groupes, donc ils peuvent faire jouer la concurrence et négocier fortement les offres que leur propose Alten. On voit que le taux de marge d'EBITDA reste honorable mais quand même plus bas que la médiane à 9% contre une médiane à 10%. On retrouve le même décalage que par rapport à la marge brute. Il n'y a pas eu des gains d'efficience opérationnelle pour justement atténuer cette baisse, et le taux de marge net est aussi en baisse à 6% quasiment contre une médiane à 6,5%, donc on n'est pas si loin de la médiane. Là-dessus ils ont réussi un peu à absorber le choc, on n'est pas très loin non plus du seuil de rentabilité, donc ça c'est quelque chose à surveiller par la suite. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? Malheureusement, ces bénéfices nets se convertissent en moins de free cash flow, donc il faut aller regarder un tableau de flux de trésorerie ce qui se passe. Est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement qui a évolué défavorablement pour l'entreprise, ou est-ce que c'est des augmentations de capex qui ne sont pas soltées par des cash flow opérationnels? Donc ça c'est à regarder, mais le décrochage a eu lieu depuis 2022, donc peut-être que c'est une perte de marge de manœuvre, de marge de négociation sur les délais clients, et du coup ça a donné une augmentation du besoin en fonds de roulement. C'est peut-être ça, donc à regarder dans le tableau de flux de trésorerie. Si on veut valoriser l'entreprise sur des flux, il vaut mieux le faire avec les free cash flow s'il n'y a pas trop de dettes, plutôt qu'avec les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On regarde tout de suite la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur quelque chose d'assez élevé à 13,5, ce qui permettait d'autofinancer la croissance, ce qui est très bon. Là, dernièrement, ça a un peu chuté, on a 10% de rentabilité. La croissance a également un peu baissé, donc on peut toujours autofinancer. En revanche, que dit le management par rapport à cette baisse de rentabilité? Est-ce qu'ils ont pour objectif de la ramener à un niveau plus élevé? Auquel cas, ça fera peut-être des free cash flows supplémentaires à verser aux actionnaires. Donc ça c'est une question qu'il faudra explorer sur quelles sont les perspectives du management dans les dernières publications. En tout cas à ce niveau-là il reste quand même convenable. On va regarder ce qui se passe en termes de dette. La dette nette est quasiment nulle à 60 millions, il y a quasiment rien, donc pas la peine de s'attarder là-dessus. On va regarder ce qui se passe en termes de free cash flow et surtout la redistribution aux actionnaires. Alors, on est pas sur un dossier dividende croissant, on est sur un dossier dividende régulier. Ça a été coupé pendant la pandémie, ça on pouvait s'y attendre, et puis ça a été repris par la suite. Et là ça zigzague un peu, il a augmenté quand même dernièrement, donc peut-être qu'il y a eu un dividende exceptionnel. Peut-être que le management maintenant a changé d'allocation du capital et de politique de rémunération des actionnaires en décidant à augmenter la part qui est reversée aux actionnaires. Ça a du sens, la rentabilité opérationnelle est quand même élevée, la croissance a un peu baissé, donc il n'y a peut-être pas d'opportunité de croissance aussi élevée qui permettrait d'utiliser tous les free cash flow, donc il est sage de les reverser aux actionnaires. Donc là-dessus on est sur un rendement quand même assez élevé à l'heure actuelle pour ce type d'entreprise, entre 3 et 4%, donc ça c'est intéressant. Pour quelqu'un qui aime les dividendes, qui seront peut-être croissants par la suite, ça c'est à clarifier dans les rapports financiers. Et ce dividende est très très bien couvert par les free cash flow, mais peut-être que les free cash flow sont aussi
conjoncturellement élevé parce qu'il n'y a pas d'utilisation pour faire de la croissance. Donc peut-être que ce niveau-là est quand même de payout et cycliquement faible. Peut-être qu'on est sur un niveau de payout plus élevé en général. Hein. Par exemple, on voit qu'en 2022, on était sur du 200 millions et on versait du 44 millions. Ouais, donc d'accord. On est sur ce payout ratio entre 25 et 33%. Donc c'est quand même très très soutenable. Ça peut intéresser quelqu'un qui aime les dividendes croissants. Parce qu'à mon avis, ces dividendes vont continuer à augmenter vu que y a de la marge sur les free cash flow. Niveau dilution, faut faire attention à l'échelle ici, mais il y a quand même un petit peu de dilution, donc ça c'est pas incroyable. Un actionnaire aimerait que ce nombre d'actions soit stable, voire en baisse, pour augmenter son retour à actionnaire. Est-ce que ça mériterait des rachats d'actions par rapport à la valorisation? On regarde ça tout de suite. On peut se placer en price to free cash flow vu qu'il y a quasiment pas de dette, et on se retrouve à une valorisation qui est au ras des pâquerettes par rapport à l'historique 10 ans et par rapport à l'historique 20 ans. Également, on n'a jamais été aussi peu valorisé sur Alten. Conclusion du dossier Alten, c'est intéressant à mon avis. Bon, il faut bien regarder les secteurs, quelles sont les perspectives, mais il y aura toujours quand même de l'investissement dans la digitalisation. Ils sont pas trop exposés à la France à mon avis, mais ça c'est à clarifier, il faut regarder dans les rapports. Peut-être qu'ils sont diversifiés à l'international, ce que je pense, donc ça réduit un peu les risques. Il y a une énorme marge de sécurité sur le titre, il y a un rendement du dividende qui est convenable pour un actionnaire, il va probablement augmenter ce rendement du dividende, donc Alten, à mon avis, à mettre en watchlist et peut-être à creuser si vous êtes intéressé par les dossiers avec une marge de sécurité et un bon dividende, peut-être un retour aussi sur les multiples historiques. C'est tout pour cette analyse, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne, à bientôt.